de Hadar jusqu'à Pessah. 4 Shabbatot où il y a chaque fois une paracha qui est lue, un passage de la Torah qui est lu, un maftir qui est lu, qui n'est pas celui de la paracha. Par exemple, ce Shabbat, ça va être Shabbat Teruma et ça va être en même temps Shabbat Shkalim. Alors, ces Shabbatot ont un point de repère dans le calendrier. Le Shabbat Shkalim est toujours le plus tôt possible au début du mois de Hadar. Comme cette année, Shabbat, c'est en même temps Rosh Chodesh, alors on va avoir une Kriyat Torah avec la Parashat Trouma, avec le Maftir et avec le Maftir de Rosh Chodesh. Si on peut, on sort 3 Sifrei Torah. Si on ne peut pas, on tourne au Sefer Torah et on va aux 3 points qui sont différents les uns des autres. C'est Shkalim. Et il y a une Haftara spéciale pour Shkalim, mais l'Haftara c'est un texte du Nar, évidemment. Chaque fois l'Haftara rappelle, par exemple l'Haftara de Shkalim, c'est ça qui rappelle comment, à l'époque d'Oshia, à la fin du Beit Rishon, le Bedek HaBait, c'est-à-dire l'entretien du Beit HaMikdash était en difficulté. Et il a relancé la participation et c'est bon, toute la restauration du Beit Rishon qui est liée à ça. Shabbat Shkalim est toujours au début du mois d'Adar. Pourquoi ? Parce que ce sont des dates qui sont repérées avec le fonctionnement du Beit HaMikdash. Le premier Nissan, il faut que les Troumot, c'est-à-dire la participation de tout Israël pour les offrandes de tous, ce qu'on appelle Korbanot Tzibour, les offrandes de tous, comme le Korbanot du matin et de l'après-midi, comme la Ketoret, tous ces Korbanot, les Korbanot des fêtes, tous ces Korbanot étaient offerts au nom d'Israël. Pour qu'ils soient valables en tant qu'offrande d'Israël, il faut qu'Israël finance l'offrande. Donc il est très important qu'avant Rosh Chodesh Nissan, ce Rosh Chodesh Nissan est le repère pour le Beit HaMikdash, le Beit HaMikdash reçoive la somme des participations de tous les Bnei Israël. Et alors, au Beit Sheni, ce phénomène de Machatzit HaShekel était un phénomène énorme. Les Shlichei Bedin parcouraient toutes les communautés, en gros, du bassin méditerranéen. Puisqu'on sait que le Yishuv en Eretz Israël était réduit, la grande communauté juive, le New York de l'époque, c'était Bavel, et donc au Liban, au Syrie, mais pas seulement, dans tout le périmètre, en Grèce, dans tout le périmètre en gros du bassin méditerranéen, dans le monde juif de l'époque, les Shlichei Bedin venaient récolter ce Machatzit HaShekel pendant le mois de Hadar, et c'était tellement énorme qu'à un moment donné, l'Empire romain a convoité cet argent parce que c'était des sommes colossales. L'idée étant que comme tout le monde donne la même chose, et Ashir, comme c'est marqué dans la Torah, et Ashir lo yarbe ve'adal lo yamit, le riche ne doit pas donner plus, le pauvre ne doit pas donner moins. Pourquoi ? Pour qu'ils soient des actionnaires, à part égale. Vraiment, c'est l'idée d'actionnaire. Et c'est l'idée que ces sommes qui se rassemblent représentent le peuple juif qui est réuni de façon, on va dire, égalitaire et entièrement représenté au Beit HaMikdash. Donc c'était un thème très très puissant et c'était des sommes inouïes qui arrivaient au Beit HaMikdash. Et c'est cette chose-là qu'on remarquait. Alors, on l'annonce au début du mois d'Adar parce qu'il faut que quand les Shlichei arrivent dans une communauté, l'argent soit prêt. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'attendre. Ils vont aller ensuite dans une autre ville, dans une autre ville, dans une autre ville. Et donc, et pour les gens, c'est pas seulement préparer la pièce, parce que un Machatzit HaShekel, c'est un poids d'argent. Pour l'époque, ça représentait un budget pour les familles. Donc il fallait être prêt, soit on a l'argent, soit on l'emprunte à quelqu'un, on s'organise pour que quand Shalach Bedin arrive, et on programmait ça dans les communautés,
L'argent est prêt. Et donc, cette annonce de Shabbat Shkalim, c'était évidemment un appel. Tenez-vous prêts pour donner le Machatzit Shekel. Et normalement, on a tout le mois d'Adar. Mais on voit que les Shlichei Bedi cherchaient à avoir l'argent avant la fin de la première moitié du mois d'Adar. Pourquoi? Pour que l'argent arrive avant Purim. Et là, le Midrash dit quelque chose de magnifique. Il dit, pourquoi Dafka avant Purim? Parce que si vous lisez dans la Megillat Esther, quand Mordechai apprend l'existence d'un décret de condamnation et d'extermination d'Israël, il essaye de convaincre Esther de se présenter devant le roi. Et Esther résiste un peu et il lui parle de Parashat HaKesef. Alors non, dans le chat, dans le sens littéral, Parashat HaKesef, l'affaire de l'argent, c'est l'affaire que Haman a été prêt à verser au roi pour obtenir l'ordre d'extermination. C'est, quand on fait le calcul, c'est des millions, on pourrait dire d'euros, que Haman est prêt à donner pour obtenir ce décret d'extermination. C'est là où on voit la haine d'Haman pour obtenir la destruction d'Israël. Il est prêt même à se défaire d'une somme énorme. Et là, dans les commentaires, il y a une expression, le Achashverosh lui répond « Akesef Natun Lach ». Alors les gens traduisent en général « Akesef Natun Lach », l'argent t'est donné, j'en ai pas besoin. C'est pas sûr que ce soit ça veut dire. Il est possible que Akesef Natun Lach, bon, pour l'argent, c'est fait, c'est donné, c'est compté comme donné, mais tu le payes. Parce qu'on voit très bien qu'Achashverosh, il est très cupide. À la fin de la Megillah, quand tout est fini, il relance un impôt. On voit que c'est quelqu'un qui a un attrait véritable à l'argent. Donc, Akesef Natun Lach, en tout cas, le fait que Haman soit prêt à donner une somme tellement énorme d'argent, c'est un... Non, lui, il avait une fortune personnelle phénoménale, mais personnelle, il avait tous les pouvoirs. Donc, il s'est probablement enrichi, comme à l'époque, on avait un pouvoir personnel, c'est-à-dire c'était même admis qu'on obtenait du peuple, on pressurait le peuple, et on avait convenu avec le roi d'une somme qu'on lui reversait, et le reste on gardait. Et donc Haman devait exercer une pression pour le peuple pour récolter beaucoup d'argent. Et donc cet argent que Haman est prêt à verser pour la haine, c'est une sorte de kitroug sur Israël. Israël fait basculer ce kitroug en montrant Parashat HaKesef, le Machatzit Shekel que tout Israël donne, qui est beaucoup plus important que l'argent que Haman est prêt à verser. Donc cette mida d'amour d'Israël, elle a vaincu la haine. C'est-à-dire que la Gemara dit, elle met donc en rapport Haman avec son nom, Israël avec son nom. Elle fait souvent ça. Elle met aussi en rapport Avraham Avinu, qui se lève tôt le matin, qui scelle seul son âme. Et puis Bilam, qui se lève tôt le matin, qui scelle seul son âme. Avraham, c'est pour accomplir le Retzon Hashem, par amour pour Hashem. Et Bilam, c'est par Sina d'Israël, par haine d'Israël. Et la Gemara dit, de la même façon que l'amour détruit, efface les hiérarchies, quand on s'aime, on ne regarde pas qui est premier, qui est le deuxième. On s'aime, l'amour défait les hiérarchies, et la haine aussi. C'est la raison pour laquelle, par amour, Avraham ne demande pas à ses serviteurs de sceller son âne, et par haine, Bilam ne demande pas à ses serviteurs de préparer son âne. L'un agit par amour et l'autre agit par haine, mais l'amour et la haine sont deux moteurs extrêmement puissants. Il s'agit de faire gagner la dimension d'amour dans Parashat Shkalim sur la dimension de haine. Et c'est ce qui va préparer la délivrance d'Israël. C'est la raison pour laquelle jusqu'à maintenant, on fait zérer le Machatzit Shekel. Malheureusement, on ne peut pas vraiment offrir le Machatzit Shekel puisque
C'est même un problème. On ne peut pas vraiment dire que c'est un Machatzit Shekel à Kodesh, puisque Kodesh, ça serait pour le Beth Amikdash. On fait un Zecher qui rappelle cette idée pour que... Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On soutient l'étude de la Torah, on fait du chesed, on montre l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est la première idée, Shabbat Shkani. Vaincre la haine par l'amour avec la représentation de tout Israël qui dit son amour d'Akadosh Baruch Hu. Ce Shabbat, donc, soit fin Shevat, proche de Rosh Chodesh Hadar, soit comme cette année carrément à Rosh Chodesh Hadar. Puis il y a le deuxième Shabbat, c'est Shabbat Zachor. Ce Shabbat Zachor, il est aussi fixé dans le calendrier. Il doit toujours être le Shabbat avant Purim. Comme cette année, le 1er Hadar, c'est Shabbat, le 8 Hadar, c'est Shabbat, le 15 Hadar, c'est Shabbat. Donc le 15 Hadar, ce serait trop tard, c'est après Purim. Le 8 Hadar est avant Purim. Pourquoi il faut absolument que ce Shabbat Zachor soit lu avant Purim? Parce que c'est Zachor et Asher Asalech Amalek. C'est la haine d'Amalek, et c'est cette haine d'Amalek qu'on identifie chez Aman à Agagi, descendant du roi de Agag, c'est-à-dire descendant pas seulement biologique, mais héritier de la haine de Aman, et héritier de la haine de Agag, qui veut la détermination d'Israël pour rien. Comme dit Esther, Kenatzar Chauvé la Nezek Amelech. Cette destruction n'apportera rien au roi. C'est le principe d'Amalek, c'est un principe qu'on rencontre jusqu'à nos jours, une haine qui est une haine absolue, une haine qui n'est pas une logique d'intérêt. Le Rav Zaks, dans son commentaire sur la Torah, à propos de l'affaire d'Amalek, il dit, quand il y a eu l'épisode du 11 septembre, les Américains se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent à nous détruire nos tours et tout ça? Examinons quel est le sujet et on va négocier. Et il dit le Rav Zaks, qui n'avait pas vu le il dit les Américains n'ont pas compris ce qu'est un ennemi. Ils connaissent les ennemis classiques, qui sont en fait des ennemis de concurrence. Généralement, c'est les pays frontaliers qui se disputent un territoire, qui disputent un intérêt commun. Et c'est une logique d'intérêt. Et donc l'esprit américain, c'est de dire que, il y a un problème d'intérêt, on va, winner, on va essayer de s'arranger pour être contents tous les deux. Et il dit, Rav Zaks, Amalek, c'est autre chose. Amalek, c'est un ennemi qui n'est pas intéressé à trouver une solution avec toi. Il veut ta destruction. Et il dit, il est très important qu'Israël sache identifier le mal absolu, qu'il sache identifier et qu'il sache le combattre. Et il dit, il y a une tentation de ne pas le voir, de suivre des raccourcis, de ne pas le voir, de le transformer en un ennemi intéressé, alors que c'est un ennemi absolu. C'est tout le thème de Parashat Zachor, se préparer à la confrontation lucide avec le mal, et se rappeler de ce qui s'est passé, et être capable de le combattre et de l'effacer. Troisième Shabbat, Shabbat Para, c'est le seul qui est flottant, parce que il peut être immédiatement après Pourri, ou il peut être un peu le Shabbat encore d'après, mais par contre, il doit être collé à Shabbat à Chodesh. Shabbat Para, or Shabbat à Chodesh, lui, il est fixé. Shabbat à Chodesh, c'est au début, qui annonce le début du mois de Nissan. Donc pareil, ça peut être soit Rosh Chodesh Nissan, soit un petit peu avant. Mais Shabbat Para doit être toujours le Shabbat juste avant Rosh Chodesh. Et là, je vous apporte un texte du Yerushalmi surprenant. Pas vraiment, puisque si par exemple, mais il n'est pas vraiment fixe, il doit être proche de Nissan. Mais par exemple, si on va dire
il est le 25 Adar. Alors, à ce moment-là, Shabbat Para sera Shabbat pile après Purim. S'il est, il est réglé sur Shabbat HaChodesh, mais c'est une règle qui part. Ce qui fait que, mais par contre, ce qui est essentiel, c'est qu'il soit collé à Shabbat HaChodesh. Et là, il y a un parallèle qui est fait dans le Talmud de Jérusalem qui jette une lueur sur cette affaire. Rabbi Lévi, Beshem Rabbi Hanina Bar Hanina, il nous dit En maftikin para la Chodesh. On ne peut pas séparer Shabbat para et Chodesh. Il ne peut pas y avoir un Shabbat de séparation. Amar Rabbi Lévi, Simanean de Ilan Parashta, pour te retenir un mnémotechnique de cette paracha, Ben Akosot Alalou, dans les 4 kosot de Pessah, entre le premier et le deuxième, on peut boire. Entre le deuxième et le troisième, on peut boire. Entre le troisième et le quatrième, on ne peut pas boire. Entre le deuxième et le troisième, on peut boire, c'est le Nachon. Mais on ne peut pas boire. Loïchté. Mais quel rapport entre les Arba Kosot et les Arba Shabbatot? Regardez. Rabbi Levi Beshem Rabbi Achamna, Bedinu, chez Takdim Achodesh le Para. Normalement, on devrait faire Shabbat Achodesh avant Shabbat Para si on suit la chronologie. Puisque quand il y a eu l'inauguration du Mishkan, le premier Nissan, c'était Shabbat Achodesh. Et c'est le 2 Nissan qu'on s'est occupé de la Para Adouma. Donc, dans l'ordre historique, on devrait faire d'abord Achodesh et après Para. Alors, pourquoi Shabbat Para a été placé avant Shabbat Achodesh? Et quel rapport? Mais depuis pour l'instant, on est dans le site. Après, on va expliquer. Chez Be'echa ben Nissan, nous, comme un Mishkan. Ou Bacheni Nisrefa Para. Velama Para Kodemet. Et si, alors finalement, pourquoi Shabbat Para est placé avant? Shehi Taratan Shel Kol Israël. Parce qu'elle représente la purification de tout Israël et donc elle a une priorité qui n'est pas une priorité chronologique, qui n'est pas non plus une nécessité, puisque vous voyez, au Mishkan, ils ont fait le 2. Ils se sont débrouillés à la fois pour gérer la Paradouma et à la fois pour purifier Israël. Donc ce n'est pas une nécessité, c'est une priorité dans l'ordre de la signification. Qu'est-ce que c'est le troisième kos? C'est Veotseti, Veitzalti, Vegalti. Veotseti, c'est le premier kos, c'est le Kiddush, Shabbat Shkali. Le deuxième kos, Veitzalti, c'est la fin des travaux, ils sont en Mitzrayim, ils ne travaillent plus. Le troisième kos, Vegaalti, c'est le kos de Yetziat Mitzrayim. C'est le kos de Panam, mais c'est le kos où ils sortent de Mitzrayim. Et ça, c'est para. C'est-à-dire, ils se délivrent de l'impureté de Mitzrayim. Et Shabbat para, c'est le Shabbat où on se délivre spirituellement. C'est pas une règle purement rituelle de purification. C'est s'arracher à Mitzrayim. D'ailleurs, l'Haftara de Shabbat Para, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Vasiroti et lev haeven mipsachem. Donc, Vezarakti alechem ma'im teorim utartem. Je vous purifierai. C'est l'association avec la Paradouma. Vasiroti et lev haeven mipsachem. Je retirerai vos cœurs de pierre. Natati lachem lev bassar. Et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire la restauration de la sensibilité, de l'empathie qui fait l'être vivant. Et c'est ça, être libéré de... Donc vous voyez le lien, être libéré de l'impureté d'Israël,
c'est retrouver son humanité, son empathie. Et c'est ça, Shabbat Para. Et c'est là où on est vraiment sorti Misraïm. Et là, il y a un message Yerushalmi. Et attention, cette délivrance de Misraïm, elle doit être collée à Chodesh, au 4e kos. Qu'est-ce que c'est le 4e kos? Velakarti etrem liot leam. C'est Matan Torah. Il faut absolument pas qu'il y ait de décalage entre cette délivrance et son orientation vers Matan Torah. Il faut, j'allais dire dans les deux sens, il faut que cette délivrance de Mitraïm, elle ne reste pas simplement un affranchissement, mais la restauration de l'unité, de l'intégrité d'Israël, et qu'elle soit orientée vers la Torah. Et il faut aussi que la Torah soit précédée de cette restauration du cœur de chair. C'est important dans les deux sens. C'est important à la fois que le cœur de chair s'oriente vers la Torah, vers la Shlemut, et c'est important que la Shlemut reste attachée à ce qui précède, c'est-à-dire la restauration, la délivrance authentique d'Israël, Vegalti Etrem, c'est Paradouma. Le tour et on vers le Veveti. Et le 5e étape, très bien, Veveti, ouais, le 5e vers, donc dans la Mishnah, on parle tout le temps de Arba Kosot. Les Chazal n'ont pas fixé comme obligation le 5e, Veveti, car c'est, bien qu'il soit marqué dans la Parashat Vaïra, au moment du Dor Midbar, il ne s'est pas réalisé, et il reste un horizon. Donc, cet horizon, les Chazal n'ont pas fixé comme un devoir, ils l'ont fixé comme un horizon. Je vais vous dire, alors, on trouve, il y a Manitou Kabok, il a écrit une Agada du 5e Kos, et il s'est beaucoup penché là-dessus. Il y a dans les communautés, dans certaines communautés d'Afrique du Nord, il y avait l'usage du 5e. Il y avait l'usage d'un 5e kos dans le Mzab, là, du côté de Constantine. Certaines communautés faisaient ça. Gerdaya, voilà. Ouais. Et il y avait, mais ça n'a pas été fixé comme norme. Et je vais vous dire, le fait de ne pas fixer comme norme, ça garde son caractère d'horizon. Quand tu le fixes comme norme, tu gagnes d'un côté et tu perds de l'autre. Voilà. C'est un peu cette idée qu'on a étudiée hier, Machir Ben Yosef, Machir Ben David. Est-ce que c'est un horizon qui est découpé ou qui fusionne? Est-ce qu'il y a un horizon qui va s'accompagner? Voilà, c'est la question. C'est le Veveti. Voilà, mais voyez un petit peu ce parcours de Shkalim, Zachor, Para, Chodesh. J'ai pas compris le rapport entre Shkalim et le premier vers. Vous avez bien fait de pas comprendre parce que je ne l'ai pas expliqué. Shkalim, peut-être évident. L'idée du premier vers, c'est le vers du Kiddush. C'est le vers du Kiddush, c'est la dimension qu'on appartient à Kadosh Baruch. Donc la première étape, c'est la plus difficile de toutes les étapes. Parce qu'après, ils sont affranchis des travaux, ils ne sont pas encore sortis d'Israël. Mais la première, c'est-à-dire au moment où ils sont écrasés par le travail, on rappelle Machatita Shekel, on rappelle qu'ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu, on appelle la Kedusha d'Israël qui se manifeste avec la première étape, c'est celle du Kiddush. Alors, c'est aussi un autre repère. Les 4 Kosot, finalement, on pourrait dire, ils sont structurels, puisque le premier vers, le vers du Kiddush, il est obligatoire. Le 3e vers, c'est le vers du Birkat Hamazon, il est obligatoire. Le 4e vers, il vient couronner le Hallel. Et là, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire ce qui se passe entre Para et Chodesh. On a dit on ne doit pas les couper. Quel est le trait d'union entre Para et Chodesh? C'est le Hallel. C'est la louange d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième, c'est la fin des travaux. C'est le Maguid. Et le Maguid, on comprend bien le rapport entre la Haggadah et le Shabbat Zachor,
où on est tenu de se rappeler du passé. Voilà le... Mais vous direz que le deuxième n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si on a 1 et 3 qui sont obligatoires. Non, finalement, ils sont installés. Oui, je sais, mais dans Mais l'idée, le 2 n'est pas obligatoire. le Comme si dans un deuxième- processus de délivrance, le 2 n'est pas obligatoire. Il est obligatoire pour la soirée du Seder, mais il ne correspond pas comme le premier à une nécessité de kidouche ou comme le troisième à une nécessité de faire le Birkat Hamazon à la Kos. Je veux dire, les autres, c'est des structures qui sont liées au Yamim Tovim. Et le deuxième et le quatrième, ils sont liés à la partie. C'est Magid et Hallel. Ils couronnent le Magid et ils couronnent le Hallel. Ça, c'est la dimension de Pessah. Et les deux dimensions de la Haggadah, qui est soit la dimension de Haggadah, c'est-à-dire de témoignage, soit la dimension de Hallel, de louange et de Hakarat Hatov. Ce sont les deux dimensions de la soirée du Seder. Zach Baruch.